Voilà, quelques mots pour introduire le dernier conférencier de la matinée, Nikolai Wenzel, qui a été trahi déjà par son accent. Vous avez vu qu'il n'est pas, voilà, c'est pas un local, voilà, mais ouverture d'esprit, on accepte même des Américains dans la maison. Voilà, après les Allemands, vous avez quand même au passage la diversité des conférenciers. Voilà, donc Nicolas qui, quand même, maintenant est un peu parisien, puisqu'il a fait le choix fou, ou le choix pas romantique du tout, de venir s'installer à Paris. Alors, est-ce que s'installer à Paris, c'est romantique ou pas? Si on en juge par la couleur dominante politique du pays, ça l'est pas. Si on en juge par la scène peut-être que c'est un choix romantique. Voilà, alors son univers, donc il a avant, il a un doctorat de la George Mason University, il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis, et aujourd'hui il enseigne essentiellement, enfin son poste fixe, il en a deux. L'un, c'est une université, Universidad de las Hespérides, peut-être que vous en direz un peu plus. Mais c'est une université qui fonctionne en ligne essentiellement, nous semble-t-il. Donc c'est assez intéressant, ces modèles nouveaux, justement par rapport peut-être aux problèmes que rencontrent nos universités. Donc ça peut être, voilà. Et il est aussi affilié à l'American Institute for Economic Research, qui est un think tank qui fait de recherches en tout domaine, enfin, aux États-Unis. Voilà, il est aussi membre de la Société du Monde Pèlerin. Il est très actif dans la société autrichienne, la Société de développement de Austrian Economics. Voilà, à API également. Donc, on est très heureux qu'ils viennent aussi en France. C'est sympathique. Ça nous fait un peu de renfort voilà, pour les libéraux français. Donc, bienvenue à la fois à McMahon, mais aussi à Paris et en France. On va essayer de te faire aimer la France, qui est quelque chose d'un peu délicat, mais Bon, à part la classe politique, ça va. allez, t'écoutons. Merci Pierre, c'est un plaisir d'être ici. Effectivement, je vais commencer par vous présenter mes excuses. Ça fait 35 ans que j'habite aux États-Unis, que je donne des cours et des conférences en anglais. Et maintenant, ça fait à peu près un an que je donne des cours en espagnol de microéconomie et d'économie politique. Alors, je vais tenter de ne pas assassiner la langue de Molière, Bastia et René Fallet. Je vais faire de mon mieux, mais je vous présente quand même mes excuses au cas où il y aurait un petit anglicisme par-ci, par-là qui se faufilerait dans ma présentation. Effectivement, l'Universidad de las Hespérides est basée aux Canaries, au large de l'Espagne, enfin au large de l'Afrique, peu importe, et a été démarrée par l'ancien président Gabriel Calçada de l'Universidad Francisco Marroquín, l'université libérale au Guatemala. Gabriel est maintenant président aussi de la Montpellerin, mais c'est une université libérale et en ligne. Donc c'est un modèle éducatif différent. Les étudiants jusqu'à maintenant sont très très bons. Je suis un peu malheureux ces jours-ci parce que je corrige des copies, mais enfin, on est tous partis. On est tous passés par là. Gabriel sera à Aix. Et Gabriel sera à Aix cet été. Il va parler. Enfin, je crois qu'il va intervenir sur l'Argentine. Enfin, on est en train de. Je te dois un mail d'ailleurs, Pierre. Donc, pourquoi la liberté économique? Vous avez déjà eu l'excellente présentation de Kevin. On a eu pas mal d'échanges au fil des semaines pour voir comment on allait diviser la tâche. Et j'ai décidé de ne pas trop parler de philosophie, mais plutôt parler d'un point de vue pragmatique. Qu'est-ce que la liberté économique et pourquoi est-elle importante? Et donc, vous allez voir qu'il y a en effet beaucoup de parallèles entre mon intervention et celle de Kevin. Alors, ça a marché tout à l'heure. C'est un complot socialiste. Alors, voilà. Alors, contrairement à Carl Friedrich et Kevin, je ne vais pas poser les questions, mais vous présenter mon plan. Comme à la base, je me préoccupe de l'analyse économique des constitutions. J'aime bien toujours démarrer avec une constitution. Comme ça, si je pars un petit peu dans tous les sens, je reviendrai à mon plan. Commencer par ce qu'on vous dit et ce qu'on ne vous dit pas. Un petit hommage à Bastia quand même pour commencer. Et je pense que pour parler de liberté économique, il faut effectivement, comme Kevin l'a fait, parler des institutions et de l'importance des institutions. Et ensuite, je vais vous parler de la liberté économique et du rapport entre les libertés économiques et les libertés politiques, l'entrepreneuriat et la croissance. Et vous présenter aussi quelques graphiques comme il le faut en tant que bon économiste, mais il n'y aura pas trop de mathématiques, donc ne vous inquiétez pas aujourd'hui. Ah, voilà ça. Alors, ce qu'on vous dit, ce qu'on ne vous dit pas. Alors, ah oui, pour la caméra.
Première chose, il y a pas mal de mensonges, je pense, au niveau éducatif. Par exemple, on passe aux États-Unis le premier semestre d'économie en microéconomie. La microéconomie, qu'est-ce que c'est? C'est le choix individuel et les prix relatifs. On travaille dur, on a sa très bonne note, on part en vacances pour Noël, on revient au mois de janvier et d'un seul coup, on fait de la macroéconomie où il n'y a aucun choix individuel et pas de prix relatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, première semaine de microéconomie, on nous parle d'échanges, on nous parle de marché, etc. Mais il y a des fortes présuppositions très importantes sans lesquelles on ne peut pas parler de marché. Et justement, c'est les institutions. Alors, on peut dire que l'échange économique, l'action humaine, pour retourner sur Mises, l'action économique, l'échange, c'est le jeu. Mais le jeu a lieu au sein de certaines règles. Les règles du jeu sont les institutions. Chaque pays a différentes règles du jeu, dont la liberté économique, la liberté politique, et les méta-règles sont les constitutions. On ne va pas parler de constitution aujourd'hui, bien que les constitutions soient importantes aussi pour la liberté économique, parce qu'une constitution peut favoriser l'activité économique et une constitution peut favoriser l'activité politique. Donc c'est très important déjà au niveau constitutionnel, mais on va surtout parler aujourd'hui des institutions. Et je pense que c'est pas tout à fait du mensonge, mais il manque effectivement quelque chose dans un cours de microéconomie quand on ne parle pas d'institutions, de liberté économique, quand on ne parle pas de droit de propriété, de droit de contrat, d'état de droit, etc. Et on ne parle que du jeu en disant, ben voilà, on a l'activité économique, les gens échangent, puis ensuite, après, une monnaie peut émerger, etc., etc. Non, il faut parler, je pense que c'est très important de parler des institutions. Donc, si nous parlons d'institutions, Kevin a parlé de ces deux géants ici. Nous avons Frédéric Hayek, prix Nobel en 1974, Douglas North, prix Nobel en 1991, qui tous les deux ont parlé beaucoup de l'importance, écrit beaucoup sur l'importance des institutions, mais un petit peu de manière différente. Que sont les institutions? On peut dire tout simplement que les institutions sont les règles du jeu. Alors, les institutions sont les contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Les institutions peuvent être des contraintes informelles ou formelles. Alors, au niveau formel, on peut parler de lois, de code civil, de système bancaire, etc., système financier. Et au point de vue informel, on en parlait tout à l'heure, la culture, la politesse, les normes, etc., les sanctions, les tabous, les coutumes, etc. Après 35 ans aux États-Unis, effectivement, j'oublie certaines petites choses en France. Par exemple, il faut commencer toujours par dire bonjour monsieur ou bonjour madame avant d'entamer la conversation. Ce sont les petites choses. C'est pas un manque de politesse, mais aux États-Unis, on peut s'adresser directement aux gens en leur posant une question directement. Alors qu'en France, il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en retard. Je cours, j'essaie d'attraper mon train. Je demande au contrôleur, c'est bien le train de Paris? Le contrôleur me regarde. Bonjour monsieur. J'attends, il faut répondre bonjour monsieur, et ensuite je peux lui poser ma question. D'où l'importance des institutions. On parlera aussi des règles formelles. Il m'a fallu 6 mois à peu près pour trouver un logement à Paris. Et j'ai écrit un article sur mon expérience publié aux États-Unis pour l'American Institute of Economic Research qui s'appelle Please Stop Helping Me. Arrêtez de m'aider, s'il vous plaît. Il y a tellement de protection du consommateur en France qu'il est quasiment impossible de trouver un logement. Alors, Douglas North parlait surtout des coûts de transaction. J'imagine que vous savez tous un petit peu ce qu'est un coût de transaction. Un coût de transaction est un coût qui est nécessaire pour pouvoir avoir un échange économique, mais qui ne fait pas directement partie de l'échange économique. Le coût de transaction peut être la recherche. Alors, le coût de transaction a beaucoup diminué au fil des années grâce à l'informatique, grâce à l'Internet, etc. Mais un coût de transaction, ça peut aussi être des formulaires à remplir. Et il y en a beaucoup à remplir en France. Ça, c'est un choc culturel, effectivement. Depuis mon retour en France, énormément, c'est une société de coûts de transaction. J'ai trouvé qu'il y a un esprit d'entrepreneuriat en France fantastique, mais entre tout entrepreneur et son consommateur, il y a un fonctionnaire qui veut manger. Et pour pouvoir manger, il doit imposer des coûts de transaction supplémentaires. On parlera des coûts de transaction parce que, bien entendu, si les coûts de transaction sont peu élevés, nous aurons plus d'activité économique. Si les coûts de transaction sont très élevés, il y aura une perte d'activité économique parce que
les consommateurs et du côté de l'offre, les entrepreneurs vont devoir remplir des formulaires et il sera beaucoup plus difficile d'avoir un échange économique entre les deux. Hayek, plutôt, c'était du côté des connaissances, un petit peu des incitations aussi. J'imagine que vous avez tous entendu parler du problème de la connaissance, de l'article de Hayek de 1945, que chacun de nous est expert en nous-mêmes, mais que personne ne peut savoir comment gérer une société. Voilà le problème de la planification, c'est le problème de la connaissance. Le marché permet de découvrir les préférences des consommateurs, de découvrir les possibilités pour les entrepreneurs. Les prix qui émergent dans les marchés représentent des informations et c'est selon ces informations que les entrepreneurs peuvent décider comment mélanger les ressources, disons, pour pouvoir servir le consommateur. Alors, selon Hayek, une institution efficace sera une institution qui permettra de créer la connaissance et la transmettre, comme le système des prix, et une institution inefficace qui ne va pas permettre l'activité économique ou la croissance d'un pays sera une institution qui bloque les connaissances. Et donc, on peut voir de ce point de vue-là les encadrements de loyers, comme les salaires minimums, etc., ne sont pas seulement des atteintes à la liberté, au droit de propriété ou à la liberté, mais aussi une attaque contre la fonction épistémique des prix, parce qu'elles détruisent en gros les connaissances de marché que nous avons. Les incitations aussi importantes, euh, Hayek en parle un petit peu moins, c'est plutôt du domaine de la public choice, de la théorie des choix publics, mais les incitations sont importantes aussi. Est-ce que les institutions d'un pays créent des incitations à coopérer et servir le consommateur, ou est-ce qu'elles créent plutôt des incitations à travailler, des incitations à travailler pour l'État et ne pas créer de richesse? Quelles sont les incitations créées par les institutions? Donc, encore une fois, une institution efficace donnera de bonnes incitations de coopération et une institution inefficace donnera, au contraire, des incitations à ne pas coopérer, à essayer de prendre de la richesse plutôt que d'en créer. Alors, la liberté économique, Kevin en a déjà parlé un peu, je vais continuer un petit peu dans cette direction. Je n'ai effectivement pas vous proposer un argument philosophique cette fois-ci, mais plutôt un argument économique et un argument pragmatique. Poids de l'État, ça je répète un petit peu, mais Kevin en a déjà parlé. Les institutions légales, le droit de propriété, le droit de contrat, l'état de droit, l'indépendance judiciaire, très importante pour l'activité économique notamment, la stabilité monétaire, commerce international, celui-ci à suivre, parce que je pense qu'avec la nouvelle droite que nous voyons aux États-Unis, en France, en Europe de l'Est, on va rentrer dans une ère de déclin de commerce international qui va avoir des conséquences pour la liberté économique, pour la croissance économique et puis pour bien d'autres choses, parce que comme le disait le grand Frédéric Bastiat, quand les biens et services ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. La réglementation, et Kevin en a déjà parlé. Alors, le rapport entre la liberté économique et la liberté politique. Les libéraux, en général, adorent la liberté politique, et à juste titre. Mais il manque quelque chose à cet argument de la liberté complète si nous ne parlons que de liberté politique. Les socialistes, la gauche, les interventionnistes, les planificateurs, etc., pensent que l'une est possible sans l'autre. On voit ce phénomène aux États-Unis du nouveau socialisme qu'on appelle le socialisme démocrate, democratic socialism. Ah non, non, vous inquiétez pas, il faut beaucoup plus d'intervention de l'État au point de vue économique, mais on ne perdra aucune liberté politique, ne vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, si nous regardons l'exemple de l'URSS, par exemple, tous les droits que nous aimons en tant que libéraux étaient dans les diverses constitutions soviétiques. Mais il y avait toujours, premier article 1, petit a, le droit de propriété, le droit de libre expression, etc. Et c'était immédiatement suivi de l'exercice de ce droit est soumis au bien public tel qu'il est déterminé par le Parti communiste. Donc en fait, ça ne voulait rien dire du tout. Mais pensons, passant de la Constitution au côté pratique des choses, imaginons une société où il existe en effet le droit de libre expression, mais il n'y a pas de droit de propriété. Ce qui veut dire que le papier, je suis un petit peu un dinosaure, moi je pense au papier plutôt qu'à l'informatique, mais le papier appartient à l'État. L'encre appartient à l'État.
Les machines à polycopier, comme on avait dans le temps, ou les imprimantes, appartiennent à l'État. Les camions et autres moyens de distribution appartiennent à l'État. Les stations de radio appartiennent à l'État. La télévision appartient à l'État. Les microphones appartiennent à l'État. Tous les bâtiments, tous les immeubles appartiennent à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un droit d'expression, de libre expression, si on ne peut pas partager ces idées-là, déjà du point de vue économique? Pour l'épanouissement humain, on le voit bien, la liberté politique est importante, mais la liberté économique aussi, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire des choix de vie, pour pouvoir poursuivre la vie qu'on veut poursuivre, il faut avoir un certain niveau de liberté économique pour avoir un certain revenu, pour pouvoir participer à ces choses-là qui font partie de l'épanouissement humain. Et on l'a vu récemment au Canada avec le problème de débancarisation. C'est un mot que j'ai dû rechercher parce que c'est pas un mot très commun. Quand il y a eu, c'était les camionneurs qui se sont plaints, qui ont eu un énorme cortège, un peu l'équivalent des gilets jaunes sous le Covid. Eh bien, l'État canadien a fermé leur compte en banque. Alors imaginez-vous, vous sortez de cette réunion et votre compte en banque est congelé. Impossible de tirer. Alors, qu'est-ce que vous avez sur vous? Bah, moi, j'ai mes 2 cartes de crédit qui ne me servent à rien du tout. J'ai 3 euros peut-être sur moi. Comment peut-on jouir de liberté politique si on a ce risque? Alors, on voit le cas extrême, c'est la Chine, bien entendu, avec les crédits sociaux. Je ne serais pas entièrement surpris si en France, d'ici quelques années, avec les compteurs intelligents et les thermostats intelligents, s'il n'y avait pas, quand on aura la prochaine crise énergétique qui viendra un jour, si les thermostats intelligents ne vont pas bloquer le chauffage l'hiver à 16 degrés, 14 degrés, pourquoi pas? Alors, on voit effectivement qu'il y a un rapport entre les deux et le concept de débancarisation, c'est-à-dire que l'État peut fermer le compte en banque de quelqu'un qui a des dissidents. On voit que la liberté économique est liée à la liberté politique. J'ai une amie hongroise, alors vous voyez où ça va aller, qui est journaliste. À chaque fois qu'elle écrit un article contre le régime Orban, elle a droit à un contrôle fiscal. Alors, elle n'a pas peur de la police qui va débarquer à 3 heures du matin parce que c'est une belle dictature douce. Elle n'a pas peur de l'emprisonnement, elle n'a pas peur du goulag, mais à chaque fois, elle a un contrôle fiscal avec des amendes qui lui prend beaucoup de temps. Alors, on voit effectivement que la liberté politique et la liberté économique, au moins d'un point de vue théorique et très pratique, sont liées. On ne va pas trop parler de constitution, mais en 1938, la Cour suprême des États-Unis a décrété que la liberté politique était fondamentale. Donc que l'État pouvait poser des limites à la liberté politique seulement s'il y avait un bien public que l'État lui-même devait démontrer. Et c'est assez difficile aux États-Unis pour l'État d'empêcher l'exercice des libertés politiques. Par contre, les libertés économiques sont secondaires. Selon ce jugement de 1938, les libertés économiques aux États-Unis sont secondaires. Donc, si l'État veut placer des limites, que ce soit les limites, l'encadrement des loyers comme en France, que ce soit les salaires minimums, etc., l'État peut le faire en disant, ben voilà, nous représentons le peuple au nom de la démocratie et c'est au nom du bien public qu'on peut empêcher l'exercice de droits économiques. Alors, revenons-en à la culture, il y a quand même beaucoup plus de liberté économique aux États-Unis qu'en France, mais depuis 1938, l'État peut effectivement passer des mesures, des réglementations contre la liberté économique. Alors, un petit défi, un intermezzo pour vous. Pouvez-vous penser à un pays avec un haut niveau de liberté économique, mais sans liberté politique? Singapour est l'exemple classique. Merci. Par contre, un pays avec un haut niveau de liberté politique, mais sans liberté économique. J'ai déjà beaucoup plus de mal, parce qu'on peut dire, en France, il y a un certain niveau de liberté politique, mais la France a quand même, malgré ce qu'a dit Kevin, la France pourrait aller beaucoup mieux de ce point de vue-là, mais la France est quand même quoi, 47e sur 180 pays. Donc il existe quand même un certain niveau de liberté économique. J'arrive pas à penser à un seul pays. Le Danemark, peut-être? Le Danemark. La Suède d'une époque. Oui, La Suède d'une époque, oui. Donc, voilà, merci. Mais c'est beaucoup plus difficile, parce que dans la première catégorie, on peut penser au Chili, sous les Chicago Boys, dans les années 80-90. C'est beaucoup plus difficile de penser à un pays avec un haut niveau de liberté politique, mais sans liberté économique, encore une fois, parce que la liberté économique est essentielle pour pouvoir jouir de l'épanouissement humain.
Alors, quel est le canal de transmission? Le canal de transmission entre la liberté économique et la croissance, entre la liberté économique et l'activité économique. Nous en venons aux écrits de William Bauman, économiste qui est mort il y a quelques années. En 1990, il nous expliquait que l'offre et la créativité entrepreneuriale sont fondamentalement dépendantes du contexte institutionnel. Donc, on en revient aux institutions. L'entrepreneur qui conduit l'économie, qui innove, qui organise les ressources pour pouvoir servir le consommateur. Donc, en gros, on peut penser à, à l'entrepreneur comme étant le chauffeur de l'économie qui conduit l'économie en innovant, en organisant des ressources, en créant de la valeur. Eh bien, l'entrepreneur va réagir aux incitations institutionnelles. Et donc, Baumol nous proposait 3 types d'entrepreneuriat: productif, improductif et destructeur. L'entrepreneuriat productif, c'est le cas classique. J'ai une idée, je décide d'organiser dans mon garage dans les années 80 des bouts de plastique, des petits circuits, etc. Je crée un ordinateur, ça ajoute de la valeur au consommateur, je vends ça au consommateur, le consommateur est heureux, moi je suis heureux parce que j'ai réussi à vendre mon produit, tout le monde est content, et il y a des effets positifs pour la société en général. Je ne connais pas exactement les statistiques, mais si je ne m'abuse, généralement, les entrepreneurs ne reçoivent qu'environ 20% des bénéfices totaux de la valeur totale qui a été créée, et 80% va à la société en général. Par exemple, moi, je ne sais rien du tout à l'informatique, mais je peux avoir un ordinateur qui me permet de faire des recherches, de lire Benjamin Constant en ligne, ou je ne sais pas ce que vous voulez faire avec vos ordinateurs. Ça, c'est l'entrepreneuriat classique, productif. Nous avons aussi l'entrepreneuriat improductif. Alors, j'ai essayé, ça a été assez drôle, choc culturel, j'ai essayé de louer un logement à Paris tout seul. Erreur. Parce que je suis arrivé avec mes préjugés américains, etc. Ils ont regardé mon dossier, s'ils l'ont regardé, les agences, etc. Et ils ont vu pas de CDI, pas fonctionnaire, parce que j'ai un cumul de 5 ou 6 contrats différents. Ils n'ont pas compris, ça ne les intéressait pas. Alors j'ai proposé, comme on ferait aux États-Unis, au lieu d'un mois de caution, je vous propose 2 mois de caution, 5 mois de caution, 6 mois de caution. Ah non, 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 surtout pas. Pourquoi vous nous proposez ça? C'est ridicule, ça. Alors j'ai embauché quelqu'un. Et j'ai dû payer, je crois, à peu près 2 000 euros. Et cet intermédiaire a trouvé un appartement, a présenté les dossiers comme il fallait, et j'ai réussi enfin à trouver un logement. Ça, c'est de l'entrepreneuriat improductif. Parce que cet intermédiaire n'a créé aucune valeur. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a permis de sauter à pieds joints au-dessus de l'entrave institutionnelle créée par l'encadrement des loyers, la trêve hivernale, l'impossibilité on appelle ça le renvoi des locataires pour non-paiement, etc. Si je ne m'abuse, j'ai un bail de 3 ans que je peux résilier n'importe quand et le propriétaire ne peut pas. Ah, et j'ai pas le droit de détruire les murs porteurs, mais sinon je peux faire ce que je veux dans l'appartement. Alors vous voyez bien que c'est difficile. Toutes les protections aux consommateurs créent une situation dans laquelle il faut, et on en parlait justement, les lobbies. Alors, certains lobbies cherchent des privilèges, mais d'autres cherchent à se protéger des privilèges. Et donc, nous avons l'entrepreneuriat improductif. Et le troisième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat destructeur. C'est la recherche de rente, le rent-seeking, comme on dit en bon français, de la théorie des choix publics. Et dans ce cas-là, c'est non seulement improductif, mais ça détruit de la valeur dans la société parce que ceux qui peuvent obtenir des rentes, les lobbies, etc., peuvent obtenir des privilèges, comme on l'a vu dans certaines villes avec les syndicats des taxis qui voulaient faire interdire Uber, les interdictions à Paris pour les ventes, pour les locations à court terme, Airbnb dans certains domaines, tout ce qui est protectionnisme, etc., ne crée pas de valeur. Donc, il n'y a pas juste comme l'entrepreneuriat improductif une redistribution des richesses. Personne n'a rien créé avec les 2 000 euros que j'ai payés à un intermédiaire, mais au moins, nous n'avons pas détruit quelque chose. Alors que la phase principale, la recherche de rente, crée un entrepreneuriat destructeur. Nous passons de William Baumol à notre ami Peter Bettke, qui était un de mes professeurs à George Mason University, qui a dû intervenir dans le passé à Aix-en-Provence, oui, oui, oui. Souvent si je ne m'abuse, et étant... Est-ce que vous connaissez la série Les Sopranos? euh, il est tout... C'est un intellectuel, c'est un excellent professeur,
mais il relève un petit peu de Tony Soprano, parce qu'il vient du New Jersey, et il a un certain langage, disons. Alors, je vous dis ça pour vous prévenir un petit peu. Il a parlé des 3 chevaux de l'entrepreneuriat. Et donc, belle coïncidence, nous avons 3 S, Smith, Schumpeter et Stupide. Et en anglais, c'est Smith, Schumpeter, Stupid, mais aussi State, l'État. Alors, nous avons l'entrepreneuriat de Smith, qui est l'entrepreneuriat basé sur l'échange, la création de valeur grâce à l'échange, la division de connaissances, la division du travail. L'entrepreneuriat schumpeterien, qui a à voir avec l'innovation, la création de nouvelles idées. Et l'État qui veut tout résoudre avec un nouveau plan, avec des impôts, avec des réglementations, etc. Et Peter Bettke nous dit que, en effet, si le cheval Smith et le cheval Schumpeter arrivent à courir plus vite que le cheval stupide de l'État, demain sera meilleur qu'aujourd'hui et nous serons plus riches demain qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que le 3e cheval mord les 2 autres chevaux, leur donne des coups de pied, essaie de leur expliquer comment il faut faire, etc. Et donc, nous avons une bataille institutionnelle entre les entrepreneurs qui veulent créer des richesses et les institutions à travers lesquelles ils peuvent participer à l'activité économique. Alors, prochaine question. J'avais mis des accents, je vous le promets. Ils ont disparu dans ma dernière version. Voilà. Ma mère était prof de français et je relisais mes mails 2 ou 3 fois. Mais de temps en temps, elle me renvoyait, alors elle ne corrigeait pas, mais elle m'envoyait, elle me disait, alors, le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec. Et je sentais au fil des kilomètres que je me faisais tirer les oreilles. Désolé, alors je vous promets que j'ai mis les accents. Alors, la différence entre les sociétés avec et sans liberté politique, état de droit et liberté économique, au point de vue croissance économique. Ça c'est tiré des écrits de Gerald Scully, qui était un économiste dans les années 90-2000, donc ça a une vingtaine d'années, mais ça n'a pas vraiment changé. Les sociétés avec la liberté politique croissent en moyenne à 2,5% par an, versus celles qui n'ont pas de liberté politique qui croissent en moyenne à 1,45% par an. État de droit, c'est-à-dire indépendance judiciaire, protection des contrats, etc., et la liberté économique dont nous parlons. Ça peut sembler petit, une différence entre 2%, contre 1%, etc., mais si on regarde la valeur actuelle avec la croissance composée, on peut voir qu'au fil d'une génération, les sociétés avec liberté économique, qui sont déjà généralement beaucoup plus riches, avec beaucoup plus d'activité économique, croissent en moyenne, double en moyenne, alors que les sociétés sans liberté économique vont croître de 1/3, peut-être. Et au fil de 50 ans et au fil d'une centaine d'années, la différence est énorme, surtout si nous commençons avec un pays avec liberté économique qui a une économie 5 fois, 10 fois, 15 fois plus grande. Nous allons voir qu'il y a une divergence énorme à cause de ça. Alors, je vais voir si j'arrive. Est-ce que je peux me lancer sur Internet? On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un... Alors... Escape. Super. Internet et qu'est-ce que tu veux? Merci. Je vais taper Free the World. Alors, on va voir si ça marche comme ça. Fraser Institute, dont Kevin a parlé, mais je voulais en profiter pour vous montrer des photos, parce que c'est un site intéressant où on peut perdre des heures. Vous gagnez des heures. Merci bien. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, les pays du monde ont un classement économique en fonction de la liberté économique. Les pays en bleu sont les plus libres, suivis des pays verts, comme la France et l'Italie, suivis des pays jaunes, comme le Brésil, et puis des pays rouges, comme l'Argentine, la plupart de l'Afrique, le Venezuela, etc. Pardon. Et donc, chose intéressante, on peut regarder les différents pays du monde. En cliquant, on peut avoir les détails sur les sous-indicateurs, etc. Mais prenons par exemple, on va voir si j'arrive à... Hop.
On va prendre le Chili, par exemple. En 1970, le Chili n'allait pas trop fort sous Allende. Arrivent les Chicago Boys et nous avons la révolution. Donc, on peut voir le changement de couleur au fil des années. Le Chili reste très libre. Je pense qu'il y a une petite baisse sous Bachelet, imperceptible. On ne va pas passer trop de temps parce que je vous invite à regarder ça. Et puis sinon, on peut regarder le Venezuela depuis 1970. C'est déjà moins glorieux. Qui était un pays très libre, et puis un peu moins, et puis pas du tout avec la révolution chaviste. Donc, pour avoir un aperçu économique au fil des 50 dernières années, vous pouvez aller passer du temps, un temps délicieux, avec un petit verre de rosé pour voir ce qui se passe au fil des années. Alors, je ferme ça. Merci Pierre. Je ne connais pas, malheureusement, Mac. J'ai plus qu'une vidéo après. Donc, quelques diapos et une vidéo. Merci beaucoup. Alors voilà. Kevin en a parlé un petit peu. On a vu la théorie de William Baumol. On a vu la théorie au point de vue des chiffres. Bien entendu, quand un pays jouit de liberté économique, il y aura plus d'activité économique, plus de création de valeur, plus de croissance. Et nous voyons effectivement qu'il existe un rapport entre la liberté économique et le PIB par personne, le PIB per capita. Pareil, on voit que les pays, en général, en moyenne, les pays économiquement libres ont un revenu plus important que les pays qui ne le sont pas. Et puis, au point de vue pauvreté, ce qui est important, c'est pas de regarder les pourcentages, mais le revenu du dernier décile. Donc, on parlait dans la dernière intervention de l'importance de vendre le marché. Et je pense qu'un moyen important d'en parler, c'est que la liberté économique, c'est pas pour les riches. Bon, bien sûr, les riches en profitent aussi, mais le manque de liberté économique nuit surtout aux pauvres. Donc, si on veut aider les pauvres, il ne faut pas plus d'État, il faut moins d'État, il faut plus de liberté économique, il faut inviter plus de personnes à participer à la mondialisation, participer au marché. Euh, je vais t'embêter encore un instant, Pierre, et je vais me permettre de vous montrer une vidéo de 2 minutes à peu près en anglais d'un économiste suédois, si je ne m'abuse, Hans Rosling, qui nous démontre au fil des années ce qui s'est passé au point de vue de la croissance économique du monde et de l'espérance de vie. Et c'est un statisticien comme Carl Friedrich, et il s'amuse à nous montrer ça au fil des années en démontrant les divers changements institutionnels. Et je crois que c'est une visualisation importante parce qu'on voit effectivement, premièrement, ce qui se passe dans chaque pays, et deuxièmement, c'est un message d'optimisme. Parce qu'en fait, la mondialisation a éliminé énormément de pauvreté dans le monde. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before, animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now
I start the world. The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology, and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Veux-tu savoir comment j'ai perdu ma greffe abdominale en 3 semaines? Je te dirai. Dans cette appli, un plan d'entraînement court sur chaise personnalisé est adapté pour moi, que je fais chaque matin. Donc, tout ça bien, on en a déjà parlé, Kevin, un petit peu. Le premier moment clé, 1800 à peu près. Avant 1800, tout le monde était pauvre. Qu'est-ce qui se passe en 1800? Un début de liberté économique, le fruit des Lumières, liberté économique, révolution industrielle. Deuxième moment clé, 1979-1991 et la mondialisation. Alors, j'ai pas grand-chose de généreux à dire des dictateurs chinois, mais Deng Xiaoping était quand même mieux que Mao. Mao, après avoir tué 30 millions de personnes à peu près avec ses réformes communistes dans les années 60-70, Deng Xiaoping arrive au pouvoir après la mort de Mao, et impose des réformes en direction de la liberté économique. On ne va pas dire que la Chine est un pays libre, mais en direction par rapport à ce que c'était dans les années 60. 1991 en Inde, la fin du Raj réglementaire. Donc avant 1991, l'Inde était constitutionnellement un pays socialiste, avec énormément de réglementations,
la réglementation a beaucoup baissé. Et c'est grâce à cette participation au marché, grâce à la mondialisation, grâce à la liberté économique que nous avons vu une croissance de la population et une baisse énorme, malgré la croissance de la population mondiale, une baisse énorme de personnes qui vivent en pauvreté extrême, grâce à la liberté économique et au marché. Alors, voilà, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.